Le Paris Saint-Germain est donc qualifié pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et pour y arriver, il a fallu qu'ils tabassent, qu'ils éclatent, qu'ils humilient, qu'ils démolissent le Real Madrid. Dr B, qui est le responsable de cette humiliation côté Real Madrid? C'est difficile de pointer un seul responsable. Disons que le responsable, pour moi, c'est le Real de Madrid. D'accord. Avant que Je tu veux ne dire, continues, je te ok. relance de manière beaucoup plus précise. Depuis le début de la compétition sous Xabi Alonso, le Real Madrid, depuis son second match contre Pachuca, évoluait en 3-5-2, ce qui est différent de son premier match contre Al Hilal, où ils ont évolué en 4-3-3. Et stupéfaction lors du match contre le Paris Saint-Germain, où cette fois-ci, ils ont évolué en 4-3-3. Est-ce que tu penses que l'un des responsables, justement, c'est le coach Xabi Alonso, qui a fait preuve d'une crainte du Paris Saint-Germain? Oui, moi, je pense que c'est l'un des plus grands responsables. Je veux dire, je crois que Xabi Alonso il nous a fait une Ancelotti, là. C'est, c'est, c'est grave comment ces choix, ils étaient. Je comprends pas par quoi il était motivé. Mais franchement, ces choix, ils étaient catastrophiques pour moi. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que franchement, je comprends pas comment tu sors 5-3-2 qui t'a souri du deuxième match jusqu'en demi-finale et subitement tu changes de système. Tu repasses à 3 attaquants. C'est compliqué. Et puis 3 attaquants, même lesquels? C'est pour moi ces choix ils étaient. Je sais pas si je vais commencer à développer ou bien c'était juste introductif. Donc peut-être plus tard j'essaierai de m'étayer là-dessus. Mais Vas-y, franchement, pour vas-y, moi ces choix tu ils peux étaient y aller par catastrophiques. rapport au choix des attaquants parce que justement, on s'étonnait. Normalement, tout le monde pensait qu'il allait repartir sur son 3-5-2 et qu'il jouerait avec deux attaquants. Il suffisait. L'interrogation était celle de savoir qui seront ou bien qui seraient les deux attaquants. Quel est ton regard par rapport à son choix? Bah pour moi, il a juste pas voulu faire des choix. Parce D'accord. que pourquoi je dis qu'il a fait une Ancelotti? Parce que à un moment, soit tu choisis Mbappé, soit tu choisis Vini. Ou au pire des cas, tu les mets les deux ensemble. D'accord. Sauf que il n'a pas voulu prendre de risque avec le fait que Gonzalo Garcia avait fait un très beau tournoi, il a livré de belles prestations, qu'au meilleur buteur de la compétition. À ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il le met sur la touche, il met Mbappé titulaire. De toutes les façons, ça en fait parler, mais il faut prendre ses responsabilités. Quand tu décides de mettre 3 attaquants de ce profil-là, tu fais jouer, parce qu'au début du match, on a Vini à droite, Mbappé à gauche et Gonzalo en pointe. Même pas 15 minutes de jeu, je peux comprendre qu'ils encaissent très tôt. Désormais, je vois Gonzalo à droite, Vini, je sais pas où, Mbappé au centre. C'est devenu hyper brouillon, je sais pas. Parce que si tu joues avec ce système-là, pourquoi tu fais pas jouer Rodrigo? Jusqu'à preuve du contraire, Gonzalo, il peut pas être meilleur que Rodrigo sur le côté. Ça n'a aucune logique. Pourquoi tu te prives d'un joueur comme Valverde avec un volume de jeu aussi important, tu le fais jouer latéral? Et en plus, le pauvre, il n'est pas aidé par son milieu de couloir ou par le milieu de terrain. Il a souffert, mais Kvara l'a absorbé. C'était fou. Kvara, il fait pas un grand match offensif, mais défensivement, Valverde, il a vraiment rien pu faire. Si ce n'est les quelques minutes quand il est rentré dans le milieu de terrain. Mais là, en tant que latéral, tu as quand même Lucas Vasquez Osta sur le banc. C'est pas Achraf Hakimi, mais voilà, offensivement, ça t'apporte quand même 2-3 centres. Mais comment tu te prives d'un joueur comme Valverde pour autant de choses, on pourrait en citer des tonnes. Ses choix en défense, ses choix, même au milieu de terrain. Après, tu peux pas tout remettre sur les épaules de Xabi Alonso parce que les joueurs aussi ont leur grande responsabilité. Mais bon, je vais m'arrêter là pour l'instant D'accord. pour laisser la Alors, parole aux autres. François, avant le début de la compétition, les observateurs s'interrogeaient par rapport à l'apport de Xabi Alonso dans ce Real Madrid. Et au fur et à mesure que le Real Madrid avance dans la compétition, je tiens à préciser qu'ils étaient invaincus avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Certains observateurs vantaient déjà une sorte de Xabi Ball. À travers la composition qu'il a mise en place et surtout la prestation livrée par son équipe contre le Paris Saint-Germain, est-ce que on peut dire que le Xabi Ball a pris du plomb dans l'aile? Non, c'est trop dire que le Chabibol a pris
et à voler en pâture parce que ceux qui incarnent le Chabibol, d'hier là, dans l'effectif de Xavi, hier, il n'y a aucune de ces recrues, hein. Donc, les personnes qui sont censées incarner la philosophie de Xabi Alonso, du moins le renouveau qui l'incarnait déjà ou qui va incarner dans les jours à venir, c'était les deux nouvelles recrues, c'était Oysen et Trent Alexander-Arnold, parce que en termes de qualité, balle au pied, ils sont meilleurs que tous ces défenseurs-là. Donc, quand tu perds ces des éléments-là, tu joues contre le PSG qui, même avec ces éléments-là, ils allaient avoir la possession du bal et puis ils allaient mener la rencontre. Au moins, tu allais être moins diminué sur cet aspect-là. Donc, tu allais pouvoir quand même avoir quelques phases de jeu pour pouvoir montrer c'était quoi ta philosophie de jeu. Donc, j'avais rendu était très diminué face à une équipe qui est très rodée et des éléments qui allaient lui permettre de pouvoir essayer de montrer c'est quoi sa philosophie n'était pas là. Donc, je ne pense pas qu'on puisse lui imputer à 100% le fait qu'il n'ait pas pu jouer, mais la défaite aussi, cette lourde défaite, on peut la lui imputer, comme Brice l'a dit. Euh, tu, euh, Au début, toi et moi, on a parlé en Francis et je Mhm. n'étais pas totalement d'accord, mais avec un peu de recul, c'est vrai il n'a pas pris ses responsabilités. Il a fait un peu une Carlo parce que ça, c'est un match où tu mets quatre milieux de terrain et puis tu prends la responsabilité. Soit tu mets Gonzalo au banc ou soit tu mets soit Vini, soit Mbappé. Donc, mais quand tu mets les trois et tu sais que les deux autres ne feront pas le pressing des courses nécessaires, tu sacrifies Valverde et avec un PSG qui ils sont comme voilà, c'est comme c'est la musique en fait, tous les instruments sont alignés, c'est un orchestre donc à un moment donné tu vas subir et le résultat en dit long, tu vois. D'accord. Alors, Christian, au-delà des absences qui ont été constatées de Dean Huijsen et celle de Trent qui était à la dernière minute, est-ce que de par sa composition, Xabi Alonso n'a-t-il pas fait un aveu de faiblesse face au Paris Saint-Germain? Donc, je voulais dire que je sais pas si c'est un aveu de faiblesse, mais je pense que il n'a pas voulu mourir avec ses idées. Moi, je pense que je crois même, comme vous l'avez si bien dit, qu'il a fait du Carlo Ancelotti. Je crois qu'il a eu pas mal de pression au-dessus de lui pour Mhm. aligner les trois devants. Je crois qu'il était assez mitigé. Il savait pas trop quoi faire de Gonzalo Ramos parce qu'il a été très performant depuis le début de la compétition. Dans le choix est difficile à faire. On le met au banc. On met Kylian en pointe avec Vinicius, comme il est sur une belle lancée, on le met titulaire, on verra ce que ça peut donner, mais on n'a pas voulu mourir avec ses idées. Vu même la formation qu'il a eu à mettre, je ne pense pas. Je crois que c'était un petit peu difficile pour lui. Donc, moi, je pense que déjà, la faute revient à Xavi Alonso. Après, je pense que ça revient aussi à Kylian Mbappé, On va y parce arriver. que pour moi, On va y arriver, t'inquiète pas, ok, c'est le d'accord. prochain point. Alors, Dr B, je vais terminer par toi sur le point de Xabi Alonso. Au-delà même de la composition de départ qui s'est avérée en quasi en quasi responsabilité de Xabi Alonso, d'après vos dires, euh, lorsque tu regardes les changements qui ont été effectués en seconde période, malgré le fait que le Paris Saint-Germain menait 3 buts à 0, est-ce que tu n'as pas aussi l'impression que même les changements qui ont été effectués, est-ce que tu n'as pas ressenti comme s'il avait abdiqué avant la fin du match? Parce que je me dis que si Luis Enrique a pris la peine de faire des changements en seconde période, c'est parce que très vite il s'est rendu compte que du côté de Xabi Alonso, il avait abdiqué. Parce que quand tu fais entrer un Carvajal, tu fais entrer un Militao, tu fais entrer un Lucas Vasquez, tu fais entrer un Modric, ce n'est pas pour essayer de créer une sorte d'étincelle pour revenir au score. Moi, déjà, j'aime vu à travers cela comme une politique. Par exemple, comme tout à l'heure on l'a si bien dit, pourquoi ne pas faire entrer Rodrigo, vu qu'il est plus fort que Gonzalo, pour le mettre sur le côté? Parce que Gonzalo Garcia, il a joué sur le côté, on aurait bien pu faire jouer Rodrigo.
Je vois ce que Gonzalo Garcia a apporté, vu que Mbappé est en pointe, tantôt à droite, tantôt à gauche. Donc, il monopolisait un peu tout espace, en fait, d'attaque. Donc, pour moi, j'ai vu ça un petit peu de politique, laisser aussi un petit peu de temps de jeu à Lucas Vasquez et à Modric, comme c'était déjà le dernier match. Mais même à 2-0, avant même qu'il y ait ces changements, j'ai pas vu le Real de Madrid dominant. Ils n'ont pas pressé, resté sur place. C'est comme si ils avaient déjà abandonné. Ils savaient que bah voilà, c'est déjà fini. Ils n'ont pas pressé le ballon, donc pour moi c'était très compliqué. Dr B, est-ce que tu estimes que les changements de Xabi Alonso en seconde période étaient plus des changements, comme Christian le dit, d'ordre politique pour dire au revoir à Lucas Vasquez qui a joué ses premières minutes, à Modric, à Militao qui a pu jouer aussi ses premières minutes, à Carvajal aussi, dans un match contre le Paris Saint-Germain, en demi-finale qui puisait d'une compétition qui avait pour objectif pour le Real Madrid de redorer son blason pour cette saison, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a 15 étoiles. Est-ce que ces changements ne montrent pas qu'il a abdiqué très tôt dans le match? Bon, c'est clair. Moi, je vais te dire clairement, je pense que le Paris Saint-Germain, il a plié le match au bout de 27 minutes. Mhm. Par des erreurs individuelles, malheureusement pour le Real Madrid, surtout très tôt dans le match. C'est vrai que en temps normal, il y aurait eu de la place pour revenir, surtout connaissant ce qu'est le Real de Madrid, ce qu'ils nous ont souvent montré durant les dernières années, surtout en compétition internationale. Mais voilà, c'était pas le cas cette fois. C'était bien évidemment des changements d'ordre. Je vais pas utiliser le terme politique. Pour moi, c'était du formel. Voilà, il fallait bien que Lucas Modric entre pour son dernier match. Pareil pour Vasquez. Et puis Carvajal, il fallait bien qu'on sache qu'il est de retour. Pareil pour Militao. J'ai par contre bien aimé l'entrée de Militao. Ça sentait l'envie. Et voilà, ça se voit que c'est un gros chantier dans l'axe. Et puis voilà, les places sont chères. C'est compliqué. Donc, moi, franchement, dès le départ, dès le 11 du départ, moi, je savais que le PSG allait se régaler. Parce que c'est clair que Mbappé et Vini, ils allaient se marcher dessus. Parce que c'est une évidence. C'est une évidence. Tant que le club, et quand je dis le club, c'est dans les plus grandes fonctions du club, notamment la présidence, n'aura pas tranché sur qui est la véritable star de cette équipe, je crois qu'on aura toujours les problèmes de cet ordre. Malheureusement pour le coach, il aura ça à gérer. C'est compliqué. C'est très compliqué. Le Real Madrid, comme Christian l'a dit, tantôt ils étaient hauts, tantôt. Mais sauf qu'ils étaient hauts, pour moi, ils étaient ni hauts ni bas. Parce qu'ils étaient vraiment hauts. Sauf qu'ils étaient hauts, mais ils pressaient pas. Il n'y avait pas que les trois de devant qui marchaient cette fois. C'est-à-dire, il y avait des phases de jeu où tous les joueurs marchaient. D'accord. Tu n'as aucune chance contre ce PSG-là. Mais vraiment aucune. Donc pour moi, dès la 25e minute, le match, il était plié. Xabi pouvait rien faire. Et même ce D'accord. 4-0, c'est un 12 euphémisme. Ils auraient pu en prendre beaucoup plus. Si je crois que Vu que Thibaut Madrid Courtois n'a fait. même pas accordé additionnel. Non, déjà, même Thibaut Courtois fait 2-3 arrêts décisifs. Oui, oui, oui. Donc, voilà. D'accord. Alors, François, on va pas revenir sur le plan défensif. Raúl Asensio a fait une compétition catastrophique. Rudiger, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore revenu de sa période de suspension. Donc, vu qu'il y a eu des erreurs et un manque d'agressivité, on va pas s'atteler dessus. Et il y a aussi l'absence de Dino Hussein qui est aussi préjudiciable et de Trent. Euh, un autre joueur qui a été pointé du doigt, c'est Vinicius. On constate que depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, ou alors certains observateurs estiment que depuis son non-ballon d'or, qui, je précise, a été volé, et comme le dicton le dit, on ne vole pas l'or, et depuis que l'or a été volé, bizarrement l'équipe où l'or a été volé ne gagne plus. C'est une parenthèse. François, quel est ton regard sur la compétition dans l'ensemble et surtout le match et la prestation de Vinicius Junior? Hmm. Euh, sur la compétition du Real Madrid de Vinicius ou sur toute la compétition? Sur la compétition de Vinicius. Je pense que Vinicius,
En toute sincérité, Vinicius ne peut pas impressionner quelqu'un dans cette compétition-là parce qu'il a déjà mis la barre très haute. Donc, je ne sais pas si donner un avis sur la compétition peut être un avis qui n'est pas biaisé par des antécédents émotionnels qu'on a eu euh, avec l'affect Ah ouais? que- Pardon? Je t'écoute, je suis assez surpris, mais vas-y, je t'écoute. Non, je disais que il n'y a pas un an, c'est deuxième au Ballon d'Or. C'est-à-dire que oui, Ouais, il est sous une mauvaise saison, c'est-à-dire que même s'il a eu quelques fulgurances dans cette compétition-ci, tu ne peux pas venir mentionner la performance de Vinicius. Tu peux mentionner des écarts, tu peux peut-être soulever le fait que tu as l'impression qu'il est sur la lignée de sa saison, c'est-à-dire une saison en dents de scie, il a quelques fulgurances, mais il n'a pas encore retrouvé l'éclat du Vinicius qu'on connaît tous. Et on avait encore un doute en début de saison sur le fait que la cohabitation Vinicius Kylian, il y a peut-être un couac, mais là, je pense qu'avec cette compétition aussi, on a eu un début de confirmation. Donc, je ne sais pas, je suis un peu mitigé sur le cas Vinicius. Je pense que c'est un cas qui est très sensible. Vous dites à Xabi Alonso de prendre une décision de mettre soit Vinicius, soit Gonzalo, soit Mbappé sur le banc. Mais je pense que Vinicius n'a pas encore renouvelé son contrat. Je ne sais pas si le Real Madrid veut le libérer. Et je ne sais pas si Florentino Pérez et Xabi Alonso n'ont pas trouvé, ils ont trouvé peut-être que c'était pas intelligent de le mettre sur le banc parce que ils pouvaient ne pas comprendre et par une émotion et prendre une décision qui ne les arrangerait pas. Donc c'est un sujet un peu complexe. Mais concernant sa compétition en elle-même, j'ai pas grand-chose à dire. Il m'a pas impressionné. Je n'ai pas au niveau de ce que j'attendais. En fait, c'est pas celui que je regardais en particulier. Ce n'est pas sa prestation que je vais retenir en particulier parce que il n'a pas été le plus merdique, mais en dehors de ça, il est terne, quoi. C'est un Vinicius, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf peut-être sur les attitudes et autres, mais sur le terrain, il y a quelques fulgurances, mais bon, rien de spécial pour moi. D'accord. moi, je pense Alors, pas qu'il y ait quelques fulgurances. on Je pense pas. on va y arriver. Alors, Christian, vu que tu as très envie de parler de Vinicius Junior, Ouais, ouais, ouais. il a fait une saison où il était, à l'avis de tous, Ballon d'Or, où il a sublimé ses performances par sa capacité à répéter les courses, à faire même du pressing sur les défenseurs adverses, à toujours chercher à provoquer les adversaires. Le moins que l'on puisse dire, c'est que hier contre le Paris Saint-Germain, à aucun moment on a revu le Vinicius qu'on connaît. Quel est ton regard et comment expliques-tu ce manque d'enthousiasme et la capacité, le fait qu'il ait totalement disparu, que le Vinicius qu'on connaît depuis 2, 3 ans, on ne l'ait pas vu hier? Hum. Je pense que ce n'est pas juste depuis hier. Moi, je pense que c'est depuis le début de la compétition. Je crois que le football, ça va très vite. Je pense que s'il avait eu le ballon d'or, depuis le Real de Madrid, elle a accepté les conditions de sa prolongation. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Je pense que depuis qu'il n'a pas eu le ballon d'or, il est un peu en dessous de ses performances. Et je pense que comme tout joueur brésilien, il a besoin de beaucoup d'amour. Et cet amour, le Real de Madrid ne lui donne pas. Pourquoi? Parce qu'on s'est concentré sur un autre joueur qui est Kylian Mbappé. Et c'est la même chose par rapport aussi à Rodrigo. C'est pour ça que je dis que le football, ça va tellement vite. Pareillement que pour Hendrik. Hendrik qui a fait de très belles fulgurances au cours de la saison, mais il s'est blessé, il était absent en début de compétition. Il y a le petit Gonzalo Garcia qui a fait un très bon début de compétition et on le met titulaire. C'est pour ça que le football, ça va très vite. Donc, comme Johan Cruyff l'avait si bien dit, il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau. C'est impossible. Pense au Real de Madrid, tant qu'il y aura Kylian Mbappé, tant qu'il y aura Vinicius, tant qu'il y aura Bellingham, ça ne marchera pas. Parce que l'un ne se mettra jamais au service de l'autre. Aussi simple que ça. D'accord. Alors, Dr B, je vais terminer par toi sur le cas Vinicius Junior. Comme François l'a dit, on a quand même vu des fulgurances cette saison, en l'occurrence le triplé contre Dortmund, le match contre Manchester City
à l'aller. Je crois même nous l'avons vu ensemble, il a été élu homme du match. Et même le match contre le Salzbourg, bien que ce soit une équipe assez faible, il a quand même été élu homme du match et il a marqué un but dans cette compétition. Est-ce que son manque de dynamisme, on avait l'impression que contre le Paris Saint-Germain, est-ce que tu estimes que c'est son mal-être qui a fait en sorte qu'il ne puisse pas être comme on avait l'habitude de le connaître? Ou alors tu partages le point de vue de Christian selon lequel le fait qu'il ne soit pas la tête de gondole du club est totalement modifié sa vision quant à son apport dans l'effectif du Real Madrid? Bon, vu qu'on est en train de faire le top 6 de Vinicius Junior, je pense pour moi que son mal-être commence depuis les histoires du Ballon d'Or. Je pense pour moi qu'il a laissé trop d'énergie là-dedans. Beaucoup trop d'énergie, il s'est pas concentré sur le jeu. Parce qu'en plus de ça, de cette histoire du Ballon d'Or, il y a trop d'histoires de racisme aussi en Espagne, Mhm. dans lesquelles, donc, pour moi, il est dans des combats pas qu'ils sont inutiles. Bien sûr, c'est des causes importantes, mais je pense qu'il ferait mieux de se concentrer sur le jeu. Parce que ses performances, elles sont clairement en deçà du niveau auquel il nous avait habitués cette dernière année, notamment celle dont François faisait allusion, à laquelle il est sorti deuxième au Ballon d'Or. On est très loin de ces performances-là. Sa Coupe du Monde des clubs, j'ai envie de dire que vous êtes indulgent. Il est horrible. Ses performances elles Merci, sont horribles. Peut-être que vous merci. avez peur de le dire. Il est l'ombre de lui-même. Est-ce que vous avez vu son match hier? Il n'est pas dangereux une seule C'est fois. justement de son match dont nous sommes en train de parler. Parce que Ouais, mais il n'est pas dangereux une seule fois. Je sais si, pas. Vous si avez je peux peut-être me peur de permettre, dire les termes. si je peux me permettre, contre Al Hilal, toute l'équipe du Real Madrid, à part Daguler et Dino Essen, n'a pas été au niveau. Contre Pachuca et Salzbourg, il a fait de bonnes performances. Par contre, contre Dortmund et le Paris Saint-Germain, c'est là où j'ai senti, pardon, une nette différence. Et bizarrement, ça coïncide avec les moments où Kylian Mbappé était pressenti pour être Merci. titulaire. Bon, je pense que l'aspect psychologique joue aussi beaucoup. Comme l'a dit Christian, les joueurs brésiliens, c'est ça, ils ont besoin de savoir que voilà, tout le monde est avec eux, tout le monde compte sur eux, etc. Enfin, je sais pas. Je me dis que c'est une des raisons. Tant que le club n'a pas établi une certaine hiérarchie, moi, je pense même, moi, à mon humble avis, si le club lui dit, écoute, ce sera Kylian Mbappé la tête d'affiche. Moi, je pense pas qu'il va le prendre, même s'il le prend mal, mais moi, je pense pas que ça va l'empêcher de jouer son football. Mais juste qu'il prenne la décision, laisser le flou ou le doute, ça n'aide personne. Parce que quoi qu'on veuille, Vinicius, il n'est pas habitué au jeu de Mbappé, hein, et vice-versa, parce que je crois qu'il s'est beaucoup habitué au jeu de Karim Benzema. Ça veut dire, les deux, ils se trouvaient. Karim Benzema, c'était un bon manieur de balle. C'était la technique pure. Mbappé, c'est pas ça. Mbappé, il pense qu'à ses stats et c'est tout, hein. C'est très compliqué. J'ai appris tout à l'heure, pendant que je me documentais, que le Real a prévu une réunion avec les deux pour leur poser Effectivement. un certain nombre de Pour questions. vendre, Pardon? pour vendre Rodrigo, il est Non, non, déjà sur non, le je marché parle des d'une transferts. réunion entre Non, Vinicius et il y a une Mbappé. réunion qui est prévue entre le board du Real Madrid ainsi que Vinicius et Kylian Mbappé. Ok, vu qu'on parle pas de Rodrigo, je me concentre sur Vinicius. Je pense que l'aspect Ouais, ouais. psychologique joue beaucoup. Il n'est pas dans il est pas dans les meilleures conditions, disons-le comme ça. Et je pense que c'est pareil pour Kylian Mbappé. Parce que pour moi, Kylian Mbappé, ce sera un joueur qui aura toujours des stats au top, individuellement, mais collectivement. Et c'est pas quelqu'un qui pourra porter l'équipe. Vinicius, il est capable de le faire. Il l'a déjà fait. Et on a vu quand il l'a fait, la saison où il l'a fait, on a vu ce que ça a donné. Je crois que le Real a tout raflé. Donc, le Real a tout intérêt à régler cette situation au plus vite parce que franchement, là, je vais commencer à le mettre dans la liste de mes joueurs qui pourront louper le coche du Ballon d'Or. Ça commence à D'accord, s'allonger la liste. d'accord. Alors, je rejoins totalement. Francis, s'il te Oui, plaît, oui, François, vas-y. je ne vais pas te couper. Moi, je vais te relancer parce que là, on parle de ton club. Juste dans la lignée, moi, je te demande, toi, comment tu vois Vinicius pour la saison prochaine? Quel est le regard? Quel est ton sentiment? C'est justement ce que je m'apprêtais à dire. Donc, comme je disais, je partage totalement votre point de vue et le constat que vous avez fait sur
Vinicius Junior. Effectivement, ce sont des joueurs brésiliens et on l'a vu lors des Coupes du Monde. Ils sont très émotifs et de manière historique, il y a très peu de joueurs brésiliens qui résistent à la concurrence. Soit ils sont performants lorsqu'ils ont tout le vestiaire avec eux, pour ne pas dire toute l'institution, soit ils sont soumis à quelqu'un, mais ils n'aiment pas être en ballottage de concurrence avec quelqu'un d'autre. Et je crois que pour moi, ça ne remonte pas au Ballon d'Or parce qu'il avait plutôt bien réagi car il avait dit qu'il ferait beaucoup plus et que les gens n'allaient Ouais. pas pouvoir supporter. Il y a un élément que beaucoup de gens ne remarquent pas sur Vinicius, c'est que depuis 2022, il a plus de 20 buts et plus de 10 passes décisives chaque année. Même cette année où on dit qu'il a passé une mauvaise saison, il a 23 buts et 15 passes décisives. La saison Ballon d'Or, il était à 27 buts et 17 passes décisives. Donc, il est dans ses standards. Le problème, c'est que je pense que, comme vous l'avez dit tantôt, il a mal réagi par rapport à la manière avec laquelle le Real Madrid a fonctionné vis-à-vis de lui. Vous avez des proches, il a des proches, il voit les médias, tout le monde le mettait en tête de gondole du Real Madrid. Il était quasiment le meilleur joueur du monde et il a accueilli Kylian Mbappé de la meilleure des manières possibles, en célébrant les buts de la même manière que lui. Mais je crois qu'il a été un peu naïf. Il ne s'est pas rendu compte Ouais. que dans le football, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et c'est Samir Nasri qui le disait tantôt, dans un vestiaire, c'est la guerre. Donc tu peux être Ouais, je me sympathique rappelle. avec un joueur de football qui vient d'arriver, tu peux l'accueillir comme tu veux. Si à un moment donné, tu ne penses pas à toi et que tu attends en retour qu'on te donne des passes droits, ça ne marchera pas. Le Real Madrid ne donne pas des passes droits à ses joueurs, peu importe ce qu'il a fait, parce que malheureusement, il joue dans un club qui a trop d'histoire. Il y a trop de grands joueurs qui sont passés par là, il y a trop de ballons d'or qui sont passés par là. Donc, le Real Madrid est une institution qui ne se laisse pas faire, surtout quand ils ont décidé de mettre en valeur quelqu'un d'autre. Et c'est le bémol que je mets à Vinicius, c'est que je trouve qu'il n'a pas su appréhender la situation comme il se devait. Parfois, je vais même te partager mon sentiment. C'est peut-être antisportif ce que je veux dire, mais j'ai parfois l'impression qu'il fait exprès. C'est comme si délibérément il faisait le moins d'efforts possible pour montrer à tout le monde et à l'imaginaire collectif que tant que ce n'est pas lui la tête de gondole, ça ne marchera pas. Maintenant, pour la saison prochaine, tout va dépendre, pour ma part, de Xabi Alonso. Je vais pas dire de Pérez parce que lui, il va vouloir mettre en évidence son nouveau joueur, à savoir Kylian Mbappé. Et on va revenir dessus. Mais il va falloir que Xabi Alonso fasse des choix en toute objectivité et rien que l'objectivité, afin de ne pas perdre son vestiaire. Lorsqu'un entraîneur fixe des règles, je prends le cas de Luis Enrique, par rapport à l'horaire, par rapport au pressing, contre-pressing, au fait de courir, tu ne suis pas cette règle, tu es au banc de touche. Même si tu es le meilleur joueur, c'est important pour les joueurs qui ne sont pas, qui sont censés être moins bons que toi, de voir que le coach a un discours égal envers tout le monde. Parce qu'en réalité, le meilleur joueur, tout le monde convoite sa place. Mais quand je vois par exemple ce qui s'est passé contre le Paris Saint-Germain, où Vinicius a débuté tous les matchs de Coupe du Monde des clubs en tant que titulaire, pareil pour Jude Bellingham, Kylian Mbappé est entré contre Dortmund et là, il a joué titulaire contre le Paris Saint-Germain. Pour moi, le simple fait de sortir Vinicius et Bellingham, qui ont joué tous les Ouais, matchs contre oui, lui, et de c'est ça. laisser Kylian Mbappé, c'est un mauvais message qu'ils envoient à Vinicius Junior. Et ça s'est passé comme ça tout le long de la saison. Tout le long de la saison, on a eu parfois l'impression que Kylian Mbappé n'était pas supérieur en termes de prestations sur le terrain à Vinicius, mais c'est comme si le fusible qu'il fallait couper, c'était le moins cher, à savoir Rodrigo, et après on prenait Ouais. Vinicius Junior. Donc tout va dépendre de la manière avec laquelle Xabi Alonso va pouvoir résister d'une part à la pression de son patron, à savoir Florentino Pérez, mais aussi à la pression des médias. Et j'espère de tout cœur, comme il a dit en conférence de presse hier, qu'il a compris, parce qu'il a dit hier qu'il a compris et qu'il sait dorénavant ce qu'il doit faire. C'est ma vision par rapport à Vinicius. Il faut absolument qu'il puisse se remotiver sur le plan psychologique, parce que le haut niveau ne permet pas
ce type de comportement. C'est pour ça que si on regarde bien, généralement, les joueurs brésiliens ne brillent pas sur le long terme. Ils ont des saisons où ils sont exceptionnels, mais sur le long terme, très souvent, ils faiblissent parce que l'aspect psychologique n'est pas très élevé. Ils sont beaucoup trop émotifs. Donc là, on va passer à l'un des joueurs qui a été le plus, comment je peux dire, pointé du doigt, c'est Kylian Mbappé. On va remettre dans le contexte. Avant son arrivée au Real Madrid, il a fait 7 ans au PSG. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Il a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid, qui était champion d'Europe. À son arrivée, depuis qu'il est là, le Real Madrid a tout perdu. Voilà. Le Paris Saint-Germain est sur le toit du monde. Et comme si ça ne suffisait pas, hormis les prestations sportives, il y a aussi l'extra-sportif, à savoir qu'il a justement lancé une plainte. Il a une procédure en justice où il réclame près de 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Et la semaine dernière, il a porté plainte contre le PSG pour harcèlement. Plainte qu'il a retirée 48 heures avant le match. Donc, je ne sais pas pour vous, et je préfère commencer par François. Est-ce que finalement, on peut dire que Kylian Mbappé n'est pas un joueur qui, au-delà de ses stats qui sont exceptionnelles, est-ce que Kylian Mbappé n'est pas un joueur qui ne bonifie pas un collectif? Je ne veux pas tomber dans cette facilité-là, parce que je vais pas tomber dans cette facilité-là. C'est le discours qui est plébiscité en ce moment, mais n'oublions pas qu'à 19 ans, Kylian Mbappé, il fait partie d'un collectif et puis ils vont au bout, ils prennent une Coupe du Monde et Si je peux me ils, permettre, il fait partie d'un collectif lorsqu'il n'est pas tête de gondole. Mais est-ce que le Kylian Mbappé, tête de gondole star d'une équipe, est-ce que finalement, c'est tout pour Kiki et rien pour les autres? Là, maintenant, là, c'est ça que j'allais naturellement moi me recontextualiser la question. Hein. Je voulais d'abord faire un historique, mais bon, tu l'as réduite. Donc, cette question-là, sincèrement, Kylian Mbappé, c'est une année au PSG. Ce sont de bonnes stats, ça n'a pas encore donné. Avant Kylian Mbappé, c'est vrai qu'il y avait un Vinicius et il s'intégrait bien dans ce collectif-là, mais je pense que je ne sais pas si c'est parce que c'est un joueur que je trouve fort, qui a une valeur intrinsèque, je le trouve vraiment très fort et en ce moment, s'il a des difficultés de rentrer dans le moule du Real de Madrid et au PSG, les dernières années, il paraissait un peu individualiste, mais pour dire vrai, concernant le Real de Madrid, la grande perte, la perte de cohésion au Real de Madrid, c'est le départ de Toni Kroos. Parce que là, il n'y a plus quelqu'un qui est au cœur du jeu, qui pense le jeu. Quand Toni Kroos était là, Et ben, tout le monde disait, tout le monde disait que c'est Toni Kroos qui donne le ton du jeu de Real de Madrid. Quand tu perds Toni Kroos, lui, tu achètes un attaquant qui est Kylian Mbappé. Mais si le jeu n'est pas mené, c'est compliqué. Voilà, Bellingham, en la présence de Toni Kroos, il marque 20 buts. Quand Toni Kroos n'est pas là, oui, on peut dire que Mbappé, oui, on peut dire que là, il y a une guerre d'ego entre les trois et tout ça. Mais Bellingham, ce n'est plus le Bellingham. Il n'arrive plus à se projeter parce qu'on lui demande, il faut qu'il vienne maintenant travailler. Et comme il n'a pas, peut-être, je ne sais pas si je suis pas en train de m'emporter, mais Bellingham, pour l'instant, il n'a pas encore démontré qu'il peut porter, il peut penser le jeu d'une équipe. Et Si tu me permets, je te relance hum, juste. et Tu dis ça, Bellingham, depuis que Kylian Mbappé est là, bon, c'est pas ce que tu as dit, mais je constate que depuis que Kylian Mbappé est là, Bellingham, en termes d'impact, il a baissé. Mais juste une question, pourquoi Bellingham a baissé en termes d'impact? en fait, le cœur de l'équipe est parti. Toni Kroos était la pièce maîtresse du Real de Madrid. oh là là, contre Toni Raison Kroos, pour ça n'en laquelle, finira jamais. exactement, on ne finira jamais. On finira En tout vraiment cas, jamais. je te laisse pas, mais Et je et suis puis pas voilà, madrilène, hein, c'est rien. cette Oui, situation-là oui, oui. m'arrange. Cette situation-là J'y viens, m'arrange j'y viens. à mort. Cette situation-là m'arrange, en fait. Pour moi, si tous les joueurs du Real Madrid peuvent tous se taper dessus
et que le Real perd chaque match 9-0, moi, ça m'arrange. Donc, mais s'il faut avoir un avis d'observateur, je pense que on ne peut pas tout imputer à Kylian Mbappé, même s'il paraît Ok. individualiste, même si en sa présence, on sent que les autres à côté de lui ont du mal à briller. Mais on peut pas tout lui imputer parce qu'il n'est pas au départ des actions, il est à la fin des actions. Donc, si les actions sont bien construites, elles trouveront soit Vinicius, soit Mbappé ou un autre attaquant. Mais si elles ne sont pas bien construites, après, ceux de devant, ils viendront bricoler. Et parmi ceux-là, celui qui aura plus de cran et qui sera le plus égoïste, peut-être, va sortir avec une bonne feuille de stats, mais l'équipe ne sortira pas grandi. Donc, D'accord. oui, Kylian Mbappé donc, oui, je vais chuter. Oui, Kylian Mbappé en tant que tête de gondole, pour l'instant, il donne l'impression qu'il n'arrive pas à bien mener une équipe. Mais je pense pas qu'on peut lui coller cette étiquette-là. Et je prends même pari qu'à l'avenir, il pourra le contrer. D'accord. Alors, Christian, je te sens frémir depuis. Je rajoute une autre question qui va dans la même veine que la précédente. Euh, Est-ce que de par son jeu et son état d'esprit et surtout son comportement sur le terrain, est-ce qu'il n'impacte pas négativement l'équilibre de l'effectif? Ah, ça, c'est une question Oui, bien orientée, sûr. hein. C'est-à-dire, Une question orientée. Tu as donné beaucoup trop. C'est comme si tu as répondu à la question que tu posais toi-même. justement, il peut dire Non, le mais t'inquiète contraire. pas, j'y viens, j'y viens. Je peux dire le Vas-y, contraire, mais j'y viens. vas-y, Christian. Moi, je pense que, pour te revenir aussi, François, moi, vraiment, soyons pragmatiques, d'accord? Kylian Mbappé était au Paris Saint-Germain. Il faisait des stats. On l'a toujours connu avec des stats, d'accord? Il quitte Paris. Paris gagne la Champions League. Le Real ne gagne pas la Champions League. Avant que Mbappé n'arrive au Real de Madrid, le Real de Madrid gagnait bien, vrai ou faux? Vinicius performant, Rodrigo performant, Bellingham performant. Maintenant, tu me parles d'un joueur, Toni Kroos. Ils n'ont pas trouvé de remplaçant. Bah, je suis désolé, hein, vous aviez un remplaçant, hein. Il s'appelle Ada Güler. Il était et il est aussi tout aussi créatif que Toni Kroos. Juste qu'on lui a pas fait confiance. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mbappé, c'est pas un joueur d'équipe. Mbappé, c'est un joueur qui est individuel, qui ne tire pas ses coéquipiers vers le haut. Et c'est pour ce qu'autour de lui, les autres ne brillent plus, en fait. Donc, Christian, tu Ils as ne dit que brillent plus. Ada Bouleur peut faire du Toni Kroos. Bien sûr, il est aussi créatif que Toni Kroos, c'est la réalité. C'est juste qu'on lui a pas fait confiance. Les supporters Il peut faire parisiens, du Toni vraiment. Kroos. Non, je suis, non, je t'ai dit que non. C'est-à-dire que moi, soyons pragmatiques et moi, je suis très objectif. C'est vrai que j'ai été madrilène, mais depuis que Mbappé est arrivé, voilà. Mais après, comme je t'ai dit, pour moi, Mbappé, il ne bonifie pas son équipe. Il faut être réaliste. Mbappé, c'est un joueur qui va toujours te faire des stats. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage que le football soit parfois aussi ingrat. Les gens ont oublié les buts que Rodrigo parfois avait eu à marquer contre City à la fin du match, les remontades qu'il a eu effectuées contre Chelsea et tout, pareillement que Vinicius. Les gens viennent à l'oublier. On préfère maintenant Mbappé à Vinicius ou à Rodrigo. Pourtant, les gens semblent oublier qu'on a gagné tous ces trophées sans que Mbappé ne soit là. Les gens l'oublient, hein. Ils l'oublient. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est plus médiatisé que les autres. C'est pour ça que je trouve ça vraiment très injuste. Donc, pour moi, tu ne peux pas dire que Mbappé ne peut pas, bon, certes, ce n'est pas complètement de sa faute, mais il a un réel impact. Et je t'ai dit, il est à Paris. Paris n'a pas gagné. Il est parti. Paris a gagné. On a vu un net changement. D'accord. Alors, Contrairement à de Madrid. d'accord. Alors, Dr B, pour reprendre les propos de Christian, par rapport à l'image qu'il vient de dresser, Kylian Mbappé est devenu la tête de gondole du Paris Saint-Germain en 2022, sachant que lors du Final 8 en 2020, c'était Neymar, ils sont arrivés en finale. De 2022, Hum. malgré Léo Messi, Neymar, et jusqu'à ce qu'ils se cassent du Paris Saint-Germain, ils ne sont pas allés si loin que ça. La dernière année avec le PSG, c'était totalement son club et ils se sont fait arrêter en demi-finale. Là, il arrive dans un club qui a tout gagné l'année précédente et là, patatras, il ne gagne plus rien. Mais j'aimerais te montrer aussi, te faire visualiser plutôt une autre image.
Je prends juste la Coupe du Monde des clubs. Kylian Mbappé a été absent pendant les 5 premiers matchs du Real Madrid. Il a été absent puisqu'il était souffrant. Il a eu la diarrhée, la seule diarrhée de l'histoire qui prend un mois. Mais bon, bref. Christian, pardon, Dr B, Faut appeler B2O, là. effectivement, c'est lui qui sait ce qui s'est réellement passé. Enfin, dans le tact. Donc, comme je disais, l'image qui me vient à l'esprit par rapport à l'image précédente de Christian, je renchéris. Il a manqué les 5 premiers matchs de la Coupe du Monde des clubs en tant que titulaire du Real Madrid. Le Real Madrid était invaincu, avait plutôt des prestations ascendantes. Le jour où il revient, le Real Madrid prend une claque. Ok, je veux que ce soit le PSG, mais automatiquement et directement, même dans le système de jeu, on a senti une différence. Pendant ce temps-là, tu as Ousmane Dembélé qui lui aussi n'a pas débuté la compétition. Il revient contre Dortmund. Le système de jeu reste pareil. Il revient titulaire contre le Paris Saint-Germain. Et on a vu que la plupart des buts du PSG portaient l'impact d'Ousmane Dembélé. Est-ce que justement, cette image de Kylian Mbappé absent pendant les 5 premiers matchs, qui revient contre le PSG et qui modifie automatiquement avec le concours de son entraîneur le système de jeu, ne symbolise pas le problème Kylian Mbappé au Real Madrid? Bon, la question, je pense qu'il y a beaucoup disons que c'est beaucoup d'éléments à faire ressortir. Tout n'est pas lié. Je pense pour ma part, il devait être titulaire contre le PSG. C'était son match. Même pour les médias, je crois qu'on a voulu faire une sorte de... Voilà, c'est le retour de l'ancien prince du parc contre Ils sont politiques. Voilà, c'était De la très politique. politique. Donc, Voilà. je pense que c'est le choix Mbappé. C'était un choix qui était au-dessus de Xabi Alonso. Donc, Mbappé devait être titulaire. Mais qui pour l'accompagner? C'était ça. C'était à ce niveau que Xabi Alonso devait faire les bons choix. Mais Mbappé devait jouer. C'était, voilà, il fallait créer une histoire. C'était comme le retour de Zlatan avec le Milan. C'était comme le retour d'Eto'o contre le Barça, etc. Il fallait que Mbappé joue. Sauf que pour moi, le match le plus important de son année, il a raté, c'est tout. Il a tout simplement raté. Parce que si tu te rappelles des premières minutes de jeu, il y a 2-3 combinaisons entre Mbappé, entre les talonnades avec Bellingham et Mbappé, etc. Ça joue pas mal. Sauf que après le premier but du PSG, les gars sont éteints. Aucun effort les uns pour les autres. On dirait pas une équipe. C'est-à-dire, on dirait 11 mercenaires qu'on a mis au stade. Chacun joue pour sa gueule et c'est tout. C'est ça le problème du Real. La différence, c'est le collectif. Au Real, D'accord. il joue. Mais si, vu que là, nous sommes axés, parce que nous sommes tous d'accord que le collectif du Real est en construction, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vu que nous sommes sur le cas Kylian Mbappé, qui est à mon sens un joueur supérieur, est-ce que justement, si on reste sur ses capacités, voilà, ses stats, son individualité, est-ce que tu ne trouves pas que l'impact de Kylian Mbappé est tout pour l'intérêt de Kylian Mbappé, mais c'est au détriment du collectif? Mais c'est clair, ça c'est connu. Il n'y a personne qui ignore ça. Mbappé, c'est un joueur individuel. C'est pas un joueur qui tire le collectif. Mais étant donné donc que Je tu l'ai dit, dresses, je crois que je l'ai dit. étant donné, si je te relance, étant donné donc que tu dresses le constat que c'est un joueur individuel et rien pour le collectif, est-ce que justement ça, ce n'est pas l'une des principales causes qui a fait rayer la machine Real Madrid? Bon, non, non, je peux pas. C'est trop grave de le dire. Parce que si tu le dis, c'est pas à cause de Mbappé que Rudiger il donne le ballon à Dembélé. On C'est est pas à cause de d'accord. Mbappé qu'Asensio ne dégage pas le J'ai ballon. dit l'une des Donc tu peux pas principales mettre causes. toute Il y cette en a défaite. plein. Non, non, du coup, tu peux pas lui Moi, je imputer vais tout aller ça. plus loin. Moi, je vais aller plus loin. Laissons Et Dr. B je vais aller plus loin. Et je vais même m'embrouiller. si Ah, Christian, d'accord, si tu vas-y, me vas-y. permets, laisse Dr. B terminer à plusieurs reprises. Je l'ai coupé. Vas-y, Dr. B. Non, il peut renchérir sans problème. Bon, juste, je termine rapidement. Ce que je voulais dire, c'est que on ne peut pas prendre Kylian Mbappé pour seul responsable de la débâcle madrilène. C'est pas normal. C'est pas possible. Je t'ai dit, il y avait des séquences du match où tu voyais les 11 joueurs marcher. Enfin, je compte pas le gardien, les 10 joueurs marcher. C'est pas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est connu, il défend pas. Il n'aime pas faire ça. Sa dernière altération avec Luis Enrique, enfin, pas altération, dans la scène de l'émission qu'ils ont tournée, je sais plus trop pourquoi, c'est ce qu'il lui expliquait. Défendre, il n'aime pas le faire. C'est juste que Dembélé a accepté de le faire, c'est tout.
Donc ça, c'est connu. Vinicius aussi ne fait pas. Mais de là à toute l'équipe mais c'est grave. Même le milieu de terrain, c'était complètement plombé. C'était complètement plombé. Donc, je peux pas remettre tout ça sur les épaules de Kylian Mbappé, même comme il subit un bon karma. Ça, on peut pas le nier. Mais bon, voilà, c'est ça le foot aussi, hein. Moi, j'ai une question, pour ne pas vous couper. Moi, j'ai une question pour vous trois. C'est quoi les top 4 joueurs du Real de Madrid durant cette Coupe du Monde des clubs? Les top 4, Oui. Bah, c'est simple. je ressors Gonzalo, Arda Güler, Valverde et Courtois. Moi, c'est les joueurs que je ressors. Francis, toi, en tant que bon merengue, D'accord, pour ma part, c'est Fede Valverde, Gonzalo Garcia, Dino Essen, bon, Courtois, et je vais même te rajouter Bellingham. enlevons un peu Courtois, venons sur les joueurs de champ. Moi, Ah je ouais, c'est pense, vrai que j'ai oublié Hutchen. moi, je pense que Fran Garcia n'est pas loin de faire une très bonne compétition. Oh, Oui, mais tu as demandé top 4, tu n'as pas demandé top 11. Qu'est-ce que tu Oui, veux qu'on fasse? moi aussi. je mets Garcia devant Bellingham. Je mets Garcia Tu ne Wow. mets devant même pas Bellingham. Bellingham? Ah, t'as oublié Alexandre Arnold, hein? Alexandre Non. Arnold, tu l'as Je veux oublié? dire, c'est pour ça que moi, je veux dire Alexandre Arnold, Fran Garcia, Oysen et hormis Courtois, hein, parce que Courtois, c'est Courtois, quoi. Il fait toujours des copies égales à. Non, je vais dire, où veux-tu en Güler, venir? Où veux-tu en venir? Parce que c'est subjectif, Je, chacun va donner son ressenti. ou non, c'est que non, je voulais seulement d'abord avoir votre sentiment aussi par rapport à ça. Et comme pour vous dire que n'oubliez pas que durant cette rencontre du PSG, il y a deux joueurs qui sont parmi les hommes forts, comme je l'ai répété au début. Il n'y a pas Oysen, il n'y a pas Trent Alexander-Arnold. Donc, on ne peut pas réduire la défaite de 4-0, la débâcle qui a été prise par le PSG juste au fait que Mbappé soit un joueur individualiste, juste par le fait qu'il ne s'entende pas avec Vinicius Junior, mais oui, ce que je disais tantôt. exactement. Bon, Mais ça se passait au fait moi, qu'il fasse un non-match. Ça, c'est Ouais. clair. moi, en fait, ce que je voulais dire, bon, déjà pour revenir rapidement par rapport au pressing dont tu parlais de Mbappé, regarde Dembélé, par exemple. Celui qui fait le premier pressing. Tu penses sincèrement que quand le joueur de Real, Mbappé ne fait pas le pressing, Vinicius, c'est qu'il va courir. Il va pas courir du tout. Il va pas courir. Personne ne va suivre. Mais tu vois comment à Paris, c'est pas ça. Dembélé fait le premier pressing. Les autres, ils suivent, en fait. Et en somme, pour résumer, moi, je pense que le Real de Madrid est en train de faire la même erreur que le PSG. C'est-à-dire pour centraliser sur Mbappé. Alors, si je peux me permettre, nous essayons de trouver les raisons qui expliquent la débâcle du Real Madrid face au Paris Saint-Germain, parce que cette défaite est parallèle aux autres défaites qui se sont déroulées durant toute la saison du Real Madrid contre toutes les grosses équipes. Et on a fait, comme Dr B le disait, l'autopsie de Xabi Alonso, qu'on a comparé à Carlo Ancelotti. Nous avons fait l'autopsie de Vinicius. Et à chaque fois, on a eu à mentionner les erreurs qu'ils avaient commises. Je trouve quand même assez paradoxal qu'au moment d'arriver sur l'autopsie de Kylian Mbappé, on réussit à nous mentionner que c'est un rapport avec l'absence de Toni Kroos. Alors, je veux bien que Toni Kroos soit l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football, mais à un moment donné, il faut pas exagérer. Kylian Mbappé, cette saison, c'est 44 buts avec le Real Madrid pour 5 passes décisives. Je répète, 44 buts. C'est extraordinaire, c'est stratosphérique. Alors, à part si je n'ai pas vu les matchs du Real Madrid et qu'il s'est substitué en Olivier Atom, c'est-à-dire qu'il a dribblé tout le terrain pour marquer ses 44 buts, je crois quand même que la plupart de ces buts, pour ne pas dire plus d'une trentaine, ce sont des actions qui ont été construites par un collectif qui a réussi, l'espace d'une action, à faire une construction de jeu, une création de jeu qui a débouché en finalité sur une passe pour un but de Kylian Mbappé. À part les pénaltys et les frappes de loin, la plupart de ces buts sont des buts qui sont issus de passes décisives et d'actions construites. Donc, faire un lien de cause à effet entre le manque de Kylian Mbappé à bonifier l'effectif du Real Madrid et l'absence de Toni Kroos, je trouve que c'est un peu fort de café. Une fois que j'ai dit ça,
j'aimerais vous dresser une image. Kylian Mbappé était le visage du Paris Saint-Germain depuis l'année 2022. Il quitte le Paris Saint-Germain et directement le Paris Saint-Germain a tout remporté. Je dis bien, ils ont tout remporté directement. Quand vous regardez dans l'histoire du football, Lionel Messi, quand il a quitté le FC Barcelone a mis près de 4 ans à regagner. Quand vous voyez le Real Madrid, lorsque Cristiano Ronaldo s'en est allé, le Real Madrid a mis près de 3-4 ans à regagner. Donc là, Kylian Mbappé, il s'en va du Paris Saint-Germain et directement le Paris Saint-Germain se met à gagner. Alors je ne dis pas que tous les cas sont comparables, mais je pense quand même que c'est une image qui est révélateur du fait que Kylian Mbappé ne peut pas bonifier un collectif. Une fois que j'ai dit ça, il arrive au Real Madrid et le Real Madrid est en train de réaliser l'une des pires saisons de son histoire. Le problème, c'est pas que le Real Madrid cette saison n'arrive pas à remporter. Le problème, que c'est l'une des pires saisons de l'histoire du Real Madrid. Et bizarrement, elle coïncide avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Alors qu'au départ de la saison, lorsqu'il arrivait dans le club qui a tout gagné, à savoir le Real Madrid durant la saison dernière, tout le monde se disait que c'était parti pour 5 ans de règne du Real Madrid. On ne dit pas qu'ils allaient gagner chaque année, mais au moins qu'on aurait vu quelque chose de beaucoup plus intéressant que la saison dernière. Force est de constater que ce qui se passe cette saison est pire que les années précédentes. C'est l'un des pires Real Madrid que je n'ai jamais vu. Donc, en plus de cela, moi, je vais essayer de vous préciser pourquoi je pense que son arrivée a créé des difficultés qui ont fait en sorte que ce Real Madrid soit pitoyable. Vinicius Junior, c'est 21 buts pour 15 passes décisives. Rodrigo, c'est 14 buts pour 10 passes décisives. Jude Bellingham, c'est 15 buts pour 14 passes décisives. Fede Valverde, c'est 11 buts pour 8 passes décisives. Arda Güler, qui a moins joué que Kylian Mbappé, c'est 6 buts pour 10 passes décisives. Donc là, vous avez à peu près la bagatelle de 5 joueurs qui sont à plus de 10 buts et plus de 10 passes décisives. À deux passes décisives, excepté pour Valverde. Donc, ils sont à plus de 10 buts et 10 passes décisives sur 5 joueurs. Je trouve quand même que pour un effectif qui, soi-disant, n'a pas de construction de jeu, c'est quand même incroyable qu'il y ait des joueurs qui aient réussi à faire autant de passes décisives. Et pour moi, c'est là où il y a la différence entre le Real Madrid de la saison dernière et le Real Madrid de cette saison. La saison dernière, les joueurs du Real Madrid étaient au service du collectif. Cette saison, les joueurs du Real Madrid sont tous au service de Kylian Mbappé. Et c'est là la différence. C'est là toute la différence. Alors, je veux bien que c'est un rapport avec Pérez. Je veux bien que les coachs n'aient pas pris leurs responsabilités. Mais pour moi, c'est aussi un rapport avec Kylian Mbappé. Il n'est pas obligé de se comporter et de jouer de la sorte. Même dans son jeu, tout le monde le voit. C'est tout pour Kylian Mbappé et rien pour les autres. Et lorsque tu viens dans un club qui a tout gagné, avec des joueurs qui ont porté l'équipe jusqu'au sommet, c'est difficile de vouloir te faire passer pour le meilleur joueur quand tu ne donnes pas une sorte d'échange avec tes autres coéquipiers. Et elle est là toute la différence. Quand vous prenez le Paris Saint-Germain, ce qui symbolise la force du Paris Saint-Germain, c'est Ousmane Dembélé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le collectif du Paris Saint-Germain se bat afin qu'Ousmane Dembélé puisse être dans les meilleures conditions possibles. Quand vous prenez l'année dernière, la force du Real Madrid, était symbolisée par Vinicius, et bien tous les joueurs du Real Madrid se battaient pour que Vinicius soit dans les meilleures conditions possibles. Quand vous regardez en 2022, la force du collectif du Real Madrid était symbolisée par Karim Benzema. Et bien tous les joueurs du Real Madrid se battaient pour que Karim Benzema puisse avoir les meilleures performances possibles. Lorsque vous regardez Manchester City de 2023, le collectif était brillant, mais celui qui symbolisait la force de ce Manchester City, c'était Erling Haaland. C'est pour ça qu'il a terminé deuxième au Ballon d'Or. Et bien, tous les joueurs de Manchester City se battaient pour que Haaland soit dans les meilleures conditions. Lorsque vous regardez le Real Madrid sous Cristiano Ronaldo, durant le triplé, tous les joueurs du Real Madrid, leur force était symbolisée par Cristiano Ronaldo. Et bien, tous les joueurs du Real Madrid se sont battus pour que Cristiano Ronaldo soit dans les meilleures conditions possibles. Quand vous regardez le grand FC Barcelone entre 2009 à 2011, le symbole du grand Barcelone, c'était Lionel Messi. Et bien, tous les joueurs du FC Barcelone se sont battus pour que Lionel Messi soit dans les meilleures conditions possibles, malgré le fait qu'il était déjà le meilleur joueur du monde. Maintenant, quand vous faites le parallèle avec le Real Madrid, il n'y a aucun joueur du Real Madrid qui a envie de se battre pour Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que lui, il joue pour sa legacy, pour son histoire, tandis que les autres
ne compte pas à ses yeux. Et tant qu'il n'aura pas changé ça, le Real Madrid ne pourra pas évoluer. Docteur B, Kylian Mbappé est le meilleur buteur du Real Madrid sous les d'or et ça fait plus de 4 ans déjà qu'il est régulièrement à plus de 40 buts saison. Malgré cela, on constate que le Real Madrid et ses différentes équipes n'ont pas pu profiter de son côté serial buteur. Quels sont selon toi les axes d'amélioration qui pourront faire en sorte que Kylian Mbappé puisse enfin porter ce Real Madrid? Ah, il faut tout simplement qu'ils se mettent au service du collectif. Je pense que c'est aussi simple que ça. Enfin, simple pour le commun des mortels, mais pour Kylian Mbappé, je crois que ce serait aller contre nature parce que je pense pour ma part qu'il est formé comme ça. Mhm. Et il est comme un robot. Ça veut dire qu'il a été formé comme ça. Il a été formé pour buter. C'est une machine à but et c'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, il va falloir, je sais pas, Xabi Alonso va devoir trouver au plus profond de lui. Et voilà, le défi lui est posé de réussir là où les autres n'ont pas pu. Luis Enrique a essayé une saison. Je me dis que c'est parce que Mbappé, il avait déjà le départ dans la tête. Mais je pense que s'il était resté au PSG, contrairement à beaucoup, moi, je pense que s'il était resté au PSG, ça aurait été aujourd'hui incontestablement le meilleur joueur du monde. Voilà, il faut aussi qu'il fasse une introspection et voilà, il doit se dire que pour que les choses marchent, il a tout intérêt parce que si ça reste comme ça, bah, pour moi, il est dans les oubliettes du Ballon d'Or. Il pourra jamais tutoyer il pourra jamais tutoyer les sommets avec ce genre d'esprit parce qu'aujourd'hui, ça se voit bien que les titres individuels ne suffisent pas. Les performances individuelles ne suffisent peu. Pour être dans la discussion au Ballon d'Or, il faut bien avoir gagné quelques titres collectifs. Avec ce jeu-là, ça risque pas trop d'arriver pour eux. Obligé de se mettre au service du collectif, il faudra qu'ils pressent un peu plus. Je pense que pour moi, c'est ça, hein. D'accord. Christian? Oui, effectivement, je pense que il faudra qu'il puisse se mettre au service du collectif. Je crois qu'il doit revoir sa façon de jouer pour rapporter un petit peu plus au Real de Madrid. Je crois que il marquera toujours plus de 40 buts, mais ça suffira toujours pas. S'il veut avoir un jeu de ballon d'or et gagner plusieurs titres avec le Real. Ouais. D'accord. Alors, François, au-delà du côté sportif où Kylian Mbappé, sur le plan individuel, a des stats stratosphériques, est-ce qu'on peut aussi espérer que sur le plan extrasportif, eu égard de ses prises de parole, eu égard de ses antécédents en termes d'interview et des antécédents qu'il a eu sur le plan extrasportif cette année, est-ce que pour qu'il puisse avoir une meilleure qualité en termes d'apport pour l'effectif du Real Madrid, est-ce qu'il ne serait pas important qu'il se recentre un peu plus sur le football? Oui, effectivement, si je peux répondre à la question comme mes deux prédécesseurs, c'est-à-dire Christian et Dr. B, j'allais dire que je n'avais pas demandé à Kylian Mbappé peut-être de plus se centrer sur le collectif ou autre. Moi, je vois quelqu'un qui, depuis une année, il traverse un peu une mauvaise passe. Peut-être ses statistiques et le fait que voilà, qu'il ait de la personnalité, ça va camoufler cela, mais je pense que il vit un peu mal tout ce qui se passe autour de lui, son départ du Real Madrid, le rejet des supporters de son pays bien-aimé, sa cote de sympathie qui a pris un coup. Et entre les histoires de Géol et toutes les calebasses enfin, pas enterrées, mais qu'il avait couvert durant toute la belle personne qu'on voyait au PSG. Je pense que toutes ces choses-là le tourmentent un peu. Il va lui falloir que cette saison-ci, qu'il se repose un peu, qu'il réfléchisse, qu'il reprenne un peu un souffle nouveau, à mon avis. Et je pense qu'on ne peut pas dire de Kylian Mbappé que c'est pas un joueur qui pourra rentrer dans un collectif. Lui, paraît individualiste, mais peu importe ton individualisme, si tu ne comprends pas le football un tout petit peu, tu n'arrives pas à être dans les bonnes zones pour marquer des buts et avoir les statistiques qu'il a. Donc moi, je pense qu'il saura s'adapter. Ça sera un peu difficile parce que moralement, je crois qu'il est touché avec tous les événements et en plus, il a toujours réclamé la première place et
si Dembélé prend le ballon d'or, là, je pense qu'il prendra un grand coup sur la tête. Je pense qu'il a même déjà pris, mais quand ça sera effectif, je pense qu'il sera encore plus touché. Mais il va se préparer à cela. Je pense qu'il va devoir se libérer psychologiquement, se faire petit et ne pas se précipiter à retrouver ses standards de statistiques, essayer de jouer au football, utiliser son intelligence qu'il a, parce que les gars, n'oublions pas Kylian Mbappé, même à droite, Kylian Mbappé, c'est phénoménal. Quand tu vois à Monaco, il est fulgurant, même avec l'équipe de France 2018, il joue à droite, pas à gauche. Lui, il est en reconstruction, lui, il a un nouveau poste, il est en train là, il est dans la conquête d'un nouveau poste, d'une nouvelle façon de jouer dans une nouvelle équipe qui est en construction. Moi, je pense qu'on va donner encore un peu de temps à Kylian Mbappé, même s'il a marqué 44 buts. Je pense qu'il vous réserve de belles surprises. Il faudrait juste que psychologiquement, qu'il se libère de toute cette pression-là, qu'il oublie les titres individuels, qu'il ne pense pas au ballon d'or, qu'il reprenne plaisir à jouer. Il est dans son club de rêve, qu'il pense à égayer les supporters qui l'ont bien accueilli, malgré que les a nargués, euh, une ou deux fois, voire trois même. Donc, il faudrait qu'il se recentre sur l'essentiel, c'est-à-dire jouer au football, prendre plaisir, penser pour ses coéquipiers, penser pour lui, apprendre à se déplacer, et écouter son coach Alonso, se mettre au service du collectif. Et puisqu'il a un valeur intrinsèque qui est indéniable, qui est incroyable, je pense que le reste viendra en fait. D'accord. Alors, au-delà de ce que vous avez tous dit, moi, je pense que ce qui pourrait lui faire le plus grand bien, c'est qu'il puisse faire un mea culpa, qu'il puisse reconnaître ses erreurs. L'un des éléments les plus déterminants dans cette saison de Kylian Mbappé, ça a été son interview avec Mouloud Achour. Il y avait un Kylian Mbappé Ouais. avant et il y a eu un Kylian Mbappé après. Pourquoi? Parce que il a pu non pas forcément faire un mea culpa, mais il a pu s'exprimer et dire que ça n'allait pas bien. Au-delà de cela, je pense qu'il fasse un mea culpa parce que tous les éléments qu'il a pu dire, les phrases qu'il a pu sortir, les prises de position qu'il a pu prendre, certaines que je respecte, d'autres qui n'avaient pas sa place. Par exemple, le fameux si je voulais la Ligue des Champions, je serais parti loin du Paris Saint-Germain. Toutes ces phrases-là, il va falloir qu'il assume qu'il a commis une erreur. Pourquoi? Parce qu'un grand leader, ce n'est pas sur ses compétences qu'on le juge. De par ses Je vais compétences, te couper, hein. Je vais te couper, hein. oui, Tu vas vas-y. continuer. Je te promets que cette phrase-là, quand Kylian Mbappé la sort, elle a du sens. Elle paraît maladroite aujourd'hui, mais au moment où il a dit, où il la sort, c'est une vérité. Je Parce suis que d'accord, si tu penses, je suis d'accord avec toi, mais comme on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur, une fois que le Mhm. futur donne le Paris Saint-Germain champion, automatiquement, tu as tort. Ceux qui avaient raison dans le passé n'ont pas forcément raison dans le futur. Il y a des Mais règles. c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il faudra pas la sortir, cette phrase, comme si tout le monde savait que c'était une erreur au moment où il la sortait. Non. C'est juste la vie qui est comme ça. Tu te prononces, ça te propulse. Et parfois, tu te prononces et il peut avoir un retour, un retour en zone. Et ce retour-là, parfois, D'accord, il n'est pas à ton avantage. d'accord. Pour te montrer la différence, il y a un joueur du Real Madrid, 5 fois Ballon d'Or, qui avait dit au soir d'une défaite contre l'Atlético de Madrid, ce n'est pas avec Isco, Kovacic qu'on va gagner la Ligue des Champions. Dès le lendemain à Ouais, je l'entraînement, me rappelle. il s'est excusé. Et cette année-là, le Real Madrid a justement gagné la Ligue des Champions. Comme pour te dire que le grand leader, ce n'est pas celui qui a les compétences les plus visibles. Le grand leader, c'est celui qui sait faire un mea culpa pour montrer que lui aussi, il s'est trompé. Ça lui permet d'avoir l'attention de ses coéquipiers et surtout de tirer ses coéquipiers vers le haut. C'est tout ce qui manque à Kylian Mbappé. Sur le point de la mentalité, la Mais il n'est plus dans ce capacité. club-là. Il n'est plus dans ce club-là. Il ne peut pas refaire cette Je déclaration-là. ne C'est parle pas déjà du fait. Paris Saint-Germain, je parle du Real Madrid. Je veux dire par là, Le Real Madrid, il n'a pas encore fait de déclaration dans si ce tu m'avais sens-là. laissé terminer, tu aurais compris où je veux en venir. Ça a un sens. Tu Lorsque vois? il a des prises de position, il a une vision du foot où il se donne énormément de responsabilités. Il se donne énormément d'objectifs à atteindre. Il se donne énormément euh, 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 de vision de sa propre personne. D'ambition. Sauf que quand tu arrives dans un club comme le Real Madrid, tes ambitions doivent être de pair avec le collectif. Donc, si tu donnes l'impression
au collectif qui a déjà gagné que toi, tu es supérieur à tout le monde, automatiquement, ça va créer un écart. C'est pour ça que quand je parle de mea culpa, c'est pas uniquement sur le Paris Saint-Germain, c'est aussi sur son rapport à son ambition, son rapport à sa vision de son collectif, son rapport à sa vision de ses coéquipiers. Je n'ai jamais entendu Lionel Messi se comporter comme si il était le meilleur joueur de tous les temps. Il le démontrait sur le C'est terrain. Lionel Messi, mon ami, Oui, c'est Lionel je ne dis Messi. pas le contraire. Même un Cristiano Ronaldo, il a valorisé ses coéquipiers, que ce soit les Bale, les Benzema, les Isco, les Kovacic qu'il avait égratignés au départ. Je pense qu'une fois qu'il aura changé ça, plus rien ni personne ne pourra arrêter Kylian Mbappé. Il a dit un jour, Mais Kylian Mbappé est gratiné qui au Real de Madrid. tu ne comprends pas ce que je veux dire. C'est dans sa mentalité, la vision qu'il a de sa personne. Normalement, quand tu arrives dans un club, quand tes coéquipiers viennent célébrer les buts avec ta célébration, tu dois aussi en donner. Je trouve qu'il n'en donne pas assez à ses coéquipiers. C'est tout pour lui. Il est dans sa bulle, il est le roi du monde, le reste, ils sont à son service. Moi, j'ai rarement vu. Ça, il doit améliorer ça. C'est Ça, il doit justement, c'est pour ça que je te dis que tout part, pour ma part, du mea culpa. Il faut qu'il accepte que dans sa vision qu'il a de son ambition et de son objectif, il a commis des erreurs, qu'il s'est trompé. Une fois qu'il aura accepté ça, il sera beaucoup plus à même d'apprécier le comportement de ceux qui sont autour de lui, de valoriser ceux qui sont autour de lui. Et il pourra beaucoup plus se synchroniser à un effectif pour en faire bénéficier le meilleur. Une fois que j'ai dit ça, on va passer au prochain thème. On va aller très rapidement. Alors, le Paris Saint-Germain s'est donc qualifié pour la finale de la Coupe du Monde des clubs, où ils vont affronter Chelsea. Chelsea qui s'est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Ils ont gagné l'Europa League Conférence avec une équipe bis en Europa League Conférence. Et là, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs. François, je te relance. Est-ce qu'on peut dire que finalement, le projet Chelsea, dont tout le monde se moquait, ça a quand même de la cohérence? Comme toi, je suis agréablement surpris par Chelsea. À l'arrivée de Enzo Maresca, je ne pensais pas qu'il allait très vite redorer l'image de Chelsea parce que oui, Chelsea avait pris une Champions League en 2021, mais Chelsea, c'est pas l'écurie, donc quand le nom sortait, c'est vraiment un peu ronflant en termes de niveau de jeu, en termes de terreur. Mais là, avec toute cette jeunesse-là, parce qu'il faut le mentionner, ils ont une équipe très jeune. C'est pratiquement peut-être Enzo Maresca, il était à la réserve du City et là, il a fait venir les petits avec qui il a été champion du championnat des U21, je pense, avec les Cole Palmer, avec Aderabioyo, avec Romeo Lavia. Là, il a ramené aussi l'attaquant Yann Delap et je pense qu'il a pris un autre joueur aussi Joao Pedro. qui est Joao Pedro, oui, mais Joao Pedro n'était pas à City. Il y a un cinquième élément qui était avec la réserve de City, qui est arrivé. Donc, avec tout ça, tu penses que le gars, il a un vrai projet de jeu, il a une belle vision. Et sincèrement, ils ont une belle gueule quand ils jouent. Oui, parfois, ils se montrent fébriles et la défense n'est pas encore assez rodée. Badiashile, Aderabioyo, parfois, Colwill et ça tourne. Rhys James n'a pas encore retrouvé son niveau d'antan, mais avec Malo Gusto, ils font une belle concurrence et quand l'un au stade, l'autre, on n'en pâtit pas de l'absence de l'autre. Et Cucurella qui est il est extraordinaire. Ne parlons même pas de Caicedo et du génie Cole Palmer. Donc, je pense que Chelsea, là, ils ont une belle gueule. Je ne sais pas si en championnat, ils pourront tenir parce que Liverpool et Arsenal, ça sera très costaud. C'est plus rodé, c'est plus mature, c'est les joueurs plus accomplis. Mais Chelsea, le projet Chelsea, franchement, on commence à avoir de la gueule. On commence à sentir le pouls monter au niveau des places pour titiller la tête de la première ligue. Et si je devais donner aussi mon avis face à la rencontre, ou peut-être ça sera après. On va y arriver, on va y arriver. Il faudrait que la parole puisse circuler. Vu l'horaire, s'il vous plaît, je Exactement. vous prierai d'être le plus succinct possible. Alors, Dr. B, lorsque tout le monde voyait le projet Chelsea, on se moquait de par le nombre de joueurs exponentiels qu'ils ont recrutés.
Moi, je les ai surnommés le poulailler ou encore l'Amphi 500 pour ceux qui ont fait l'université au Cameroun. Finalement, quand tu vois les résultats de Chelsea, est-ce que finalement ce projet n'a pas des résultats assez efficaces? Bon, je pense que Chelsea n'a pas encore atteint son plein potentiel. C'est encore brouillon pour ma part. Bien qu'ils arrivent à faire quelques finales avec cet effectif aussi grand sur le plan numéraire. Je pense qu'ils ont un très grand effectif. Ils sont obligés de prêter les joueurs un peu de partout. Avec le départ brusque du milliardaire russe là, Abramovich, je crois que les nouveaux actionnaires, ils ont fait un peu n'importe quoi à leur arrivée. Bon, après, ça se cherche encore pour ma part, hein, ça se cherche. Quelques joueurs arrivent à asseoir une place de titulaire, mais voilà, c'est pas encore, pour moi, c'est pas encore bien rodé comme, je peux pas encore les comparer à des équipes comme Arsenal ou Liverpool, comme François l'a dit avant. C'est un peu compliqué. Et en plus, je pense qu'avec, je ne sais pas si c'était une blessure grave, la blessure de Caicedo en demi-finale, Mhm. ça pourrait être un coup vraiment fatal pour eux. Franchement, c'est pas la même équipe avec et sans lui. Je trouve en plus qu'il est très habile, il est très en forme pendant ce tournoi-là. Je pense qu'il est dans le top 3 de cette équipe de Chelsea. Son tournoi, il est juste fantastique. Donc, ce serait dommage qu'il puisse rater un match d'une telle envergure. Ce serait une belle opposition contre le PSG. Je ne pense pas que quelqu'un ici mettra Chelsea en favori. Mais après, pour moi, ça reste 11 humains contre 11 humains, hein. Voilà. Ils ont leur mot à dire. D'accord. Alors, Christian, au début de la compétition, à savoir de la Coupe du Monde des clubs, il y avait plusieurs clubs qui prétendaient au titre suprême. Est-ce que le fait que Chelsea soit en finale de la Coupe du Monde des clubs ne vient pas valider le travail qui a été effectué jusqu'à présent par leurs dirigeants, tout en sachant qu'ils ont gagné l'Europa League Conférence et qu'ils sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions? Pour moi, je te l'avais dit, ils n'ont pas eu de grosses confrontations jusqu'à présent. La seule grosse qu'ils pouvaient avoir, ça devait être contre Manchester City, si je ne me trompe pas. Si tout se passait bien. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, il n'a pas encore eu de grosses confrontations jusqu'à présent. Donc, voilà. Ils sont arrivés en finale, tant mieux pour eux, mais c'est l'autre partie de table qui était plus relevée, moi, je pense. D'accord. On vient donc au pronostic par rapport à la finale de la Coupe du Monde des clubs. Vu l'enthousiasme et vu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, je crois que nous n'avons guère de doute. Étant donné que nous accueillons bien les nouveaux, François, à toi l'honneur. Quel est ton pronostic? Je vais aller à l'encontre, je vais aller à contre-courant. Vu la jeunesse des joueurs de Chelsea, ils ont aussi une profondeur de banc, pas forcément en termes de qualité technique, mais même en termes de qualité athlétique. Sur le banc, ils ont beaucoup de jeunes. Donc, ils pourront suivre la bataille athlétique, le rythme que pourra imposer le PSG. Mais ce PSG-là, techniquement, c'est phénoménal. C'est très rodé. Mais j'ai envie de prendre un risque. Si je vais lever un équivoque, si Moses Caicedo est sur le terrain comme Dr. Bill a dit, Moses Caicedo, c'est même pas top 3, c'est top 2 et je ne sais même pas si c'est le deuxième de Chelsea dans cette compétition-là pour toute la saison. Il est incroyable, ce mec-là. Donc, si Caicedo est là, je prends le risque de, c'est lourd à dire, hein. C'est lourd à dire. Je prends le risque de donner la victoire à Chelsea. Peut-être aux prolongations. D'accord, Chelsea aux prolongations. Christian, Je suppose. quel est ton pronostic? Bayern 2-0, ATM 4-0, Real Madrid MD, 4-0, Inter 4-0, Chelsea 5-0. D'accord, donc si je comprends bien, Chelsea va remporter sur le score de 5 buts à 0, c'est bien ça? Non, bien entendu que Paris va gagner 1-0 Chelsea. D'accord. Dr B, à toi l'honneur. Quel est ton pronostic?
Oh, moi, je vois bien un petit 3-0 pour le PSG. D'accord. Alors, Bah, ils sont confiants, c'est pas ça, hein. d'accord, les Parisiens ne sont pas les seuls à être confiants. Vu ce que nous avons reçu, je vais pas me mettre à jouer le rabat-joie, même si tout mon cœur sera avec Chelsea. Malheureusement, je crains que le match sera plié au bout des 30 premières minutes, dont je vois une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3 buts à 0. Ils vont pas forcer leur talent. Bref, les amis, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Je vous invite à nous dire dans les commentaires quels sont vos pronostics pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et surtout de partager afin que la team 2-0 puisse grandir. Prenez soin de la vôtre.